Bonjour et bienvenue dans le podcast Disparu. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de l'autoroute 16, qu'on appelle aussi l'autoroute des larmes, une autoroute en Colombie-Britannique, donc au Canada, qui relie la ville portuaire de Prince Rupert à la ville de Prince George, située dans les terres. Depuis près d'un demi-siècle, des dizaines de femmes et de filles disparaissent le long de cette autoroute. On va voir dans cette affaire que l'autoroute des larmes a en fait été parcourue par plusieurs, et j'ai envie de dire de nombreux tueurs en série. Mais pour commencer, un bref rappel sur l'histoire de la Colombie-Britannique, parce que vous allez voir que les femmes victimes, les femmes et les enfants victimes, sont essentiellement autochtones. Donc c'est-à-dire qu'elles appartiennent aux Premières Nations. Forcément, l'affaire est complètement indissociable de l'histoire des terres autochtones. Donc la Colombie-Britannique, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une province canadienne qui est située tout à l'ouest du Canada, côté Pacifique. Il y a donc la côte qui est magnifique et deux chaînes de montagnes. Une chaîne de montagne qu'on appelle la chaîne côtière qui borde la côte et les Rocheuses que vous connaissez qui traversent l'Amérique du Nord. La province est immense, elle fait 925 000 km². La France est 2 fois plus petite. Voilà. Et dans toute la province, il y a 5 millions d'habitants, dont 60% vivent autour de la ville de Vancouver. En France, on est 68 millions d'habitants. Donc 68 millions pour un territoire 2 fois plus petit, alors qu'eux, ils ont 5 millions d'habitants. Donc c'est sûr, on est plus serré, quoi. Si on remonte vers le nord et qu'on va encore un peu vers l'ouest, en fait, on tombe sur l'Alaska. Si on va encore à l'extrémité ouest de l'Alaska, donc on se rapproche de la Sibérie, on tombe sur une mer étroite qui sépare le continent nord-américain du coup de la Sibérie et qu'on appelle le détroit de Bering. À l'époque de la dernière glaciation, donc 12 000 ans, le niveau de la mer est 100 mètres plus bas. Ce qui fait qu'à cet endroit-là, au niveau du détroit de Bering, il n'y a plus d'eau, on est sur un espèce de pont terrestre. Il y a des migrations en plusieurs étapes des populations humaines asiatiques qui ont suivi des troupeaux d'herbivores et ont peuplé en quelques millénaires le continent américain. Ces voyageurs sont les ancêtres des autochtones d'aujourd'hui. Sur les 12 familles de langues autochtones parlées au Canada, il y en a quand même 7 qui sont parlées exclusivement en Colombie-Britannique. Donc il y a une grande diversité des cultures autochtones. Donc durant des millénaires, les autochtones vivent selon leur propre culture, leurs rites et leurs frontières. Ils se nourrissent de chasse et de cueillette, mais surtout de pêche. À la fin du XVIIIe siècle, les Européens ont cartographié le monde entier, sauf quelques territoires, dont le territoire de la Colombie-Britannique. À partir de 1774, il y a les Espagnols qui débarquent sur ces terres-là, puis les Britanniques et les Américains qui sont devenus indépendants 2 ans auparavant. À l'est du continent, les Français ont colonisé les rives du Saint-Laurent, donc du côté de Québec et Montréal, le Mississippi et la région des Grands Lacs. Ces régions-là, du coup, qu'ils ont appelées Canada, existent déjà. Rapidement, quand même, les Espagnols repartent. On ne peut pas leur en vouloir, le climat était quand même bien meilleur en Amérique centrale et du Sud. En 1846, il y a le traité de l'Oregon qui est signé entre les Britanniques et les Américains. Et il définit une frontière nette entre les deux pays au 49e degré de latitude nord. C'est la frontière actuelle. Mais cette séparation arbitraire, comme c'est souvent le cas quand il y a des nouvelles frontières qui sont formées par des colons, isole des cultures autochtones et limite aussi leurs déplacements. Les Américains construisent des forts militaires à proximité de la frontière et ils s'attaquent aux autochtones qui refusent de céder leurs terres. On avance encore un peu dans le temps, donc on est en 1858. Il y a un événement important pour la province, c'est la découverte d'or. C'est un grand afflux de Britanniques, mais aussi d'Américains, qui viennent pour fouiller le fleuve, extraire de l'or et devenir très riches. À ce moment-là, ça commence à devenir un petit peu compliqué à gérer. Donc, il y a un des commandants, James Douglas, qui est gouverneur de la colonie de l'île de Vancouver, qui demande de l'aide à la Grande-Bretagne pour non seulement avoir un cadre en fait légal sur l'île de Vancouver et Victoria, etc., mais aussi sur les terres. Voilà, là il y a besoin d'un cadre et donc du coup les Britanniques vont, en réponse à la demande du commandant qui est un petit peu dépassé,
La Grande-Bretagne va nommer et reconnaître les terres continentales qui font face à l'île de Vancouver. Donc la Colombie-Britannique, à ce moment-là, elle devient une colonie anglaise. Finalement, en 1871, l'Assemblée de la Colombie-Britannique et le Parlement fédéral du Canada se mettent d'accord après 3 ans de discussions et de négociations, et la colonie anglaise intègre le Canada. Donc les autochtones, c'est les premiers à subir ces arrangements diplomatiques, hein, puisqu'ils étaient jusque-là considérés comme des partenaires égaux, mais la province du Canada adopte ce qu'on appelle l'acte pour encourager la civilisation graduelle, entre guillemets bien sûr, une loi qui vise ouvertement à l'assimilation des Premières Nations, des autochtones. On leur offre la citoyenneté canadienne, sympa, ils habitent déjà là, mais bon, et des terres dans des réserves pour encourager ce qu'ils appellent émancipation. De faire ça pour le gouvernement canadien, ça a permis à la fois l'éclatement des communautés et en même temps la concentration des populations dans des territoires restreints, dans des réserves. C'est ce qui s'est passé aussi aux États-Unis. Donc comme si c'était pas suffisant, il y a les virus et les bactéries qui ont été importés par les colons. On a l'exemple de l'épidémie de variole de 1862, ça a complètement décimé les communautés autochtones, puisque la variole a tué environ 20 000 personnes, 20 000 autochtones. Et toutes les tribus ont été touchées, elles ont perdu entre 50 et 90% de leur population. Imaginez un peu. Ensuite, en 1881, le Canada a subventionné la construction de pensionnats autochtones dirigés par les églises, c'est-à-dire par des missionnaires. Ils sont devenus obligatoires et destinés à éduquer et à convertir les enfants pour mieux les assimiler à la société canadienne. Là, c'est des mots, mais dans les faits, les enfants étaient retirés de manière obligatoire donc de leur foyer familial dès leurs 6 ans. Ils ont été séparés de leurs parents, de leurs frères et sœurs, et des enfants du sexe opposé. Une fois qu'ils étaient arrivés dans les pensionnats, on séparait les filles et les garçons. On leur a donné un nom anglais et on les forçait à porter l'uniforme en leur interdisant de parler leur langue maternelle, y compris dans les lettres qu'ils envoyaient à leurs parents. On a coupé les cheveux des garçons et on dénigrait les traditions autochtones. On estime qu'il y a environ 150 000 enfants à avoir vécu ce traumatisme. Le dernier pensionnat autochtone canadien a fermé ses portes récemment, en 1996. Environ 6 000 enfants sont morts dans ces endroits sinistres, la plupart de faim et de maladie, mais il y a aussi eu bien sûr des agressions sexuelles, des viols, des violences physiques, etc. En mai 2021, ils ont retrouvé les restes de 215 enfants sur les terres justement d'un pensionnat autochtone de Kamloops en Colombie-Britannique. Un mois plus tard, ils ont découvert 751 tombes anonymes sur le site du pensionnat autochtone de Marieval au Saskatchewan. Donc c'est pour vous dire un petit peu les chiffres qui sont énormes. Et évidemment, si les excuses sont absolument nécessaires, ça n'efface pas les conséquences que les pensionnats ont eues sur ces populations, et le traumatisme est intergénérationnel. Pourquoi je fais le lien avec l'autoroute des larmes ? En fait, il faut comprendre qu'en 200 ans, les Premières Nations du Canada ont perdu toutes leurs terres, leur mode de vie, leur culture et leur langue. Dans l'immense territoire de la Colombie-Britannique, ils ont été groupés dans des petites villes assez isolées les unes des autres. Et comme l'activité économique est faible, il y a peu d'emplois, beaucoup de chômage, et le réseau de transport est quasiment nul. Il y en a quand même certains qui veulent partir vivre à Vancouver et qui y vont, mais ça nécessite de l'argent, et c'est pas quelque chose que les gens ont. Donc le problème quand ils sont dans ces petites villes un peu parquées aux quatre coins de la Colombie-Britannique, c'est que pour accéder aux services publics, aux centres de soins, aux hôpitaux, aux universités, etc., ils doivent parcourir des centaines de kilomètres. Mais je vous l'ai dit, il n'y a pas de transport, donc il n'y a pas de bus, pas de train, on n'est pas en France, le Canada, il n'y a quasiment pas de train, et ils n'ont pas forcément de voiture puisqu'ils n'ont pas d'argent. Alors depuis des décennies, les habitants de ces petites agglomérations font du stop. Mais faire du stop, déjà c'est déconseillé en France, mais alors là-bas, il faut savoir que les routes elles sont très très peu fréquentées puisqu'il y a peu d'habitants, elles passent au travers de la forêt, sur des centaines et des milliers de kilomètres. Donc les victimes se sont retrouvées à un moment donné dans le besoin, dans la nécessité de parcourir des kilomètres, beaucoup ont fait du stop, et voilà, sont tombés sur des monstres, des tueurs en série, et c'est vraiment intrinsèquement lié au mode de vie des autochtones, à la façon dont ils habitent le territoire aujourd'hui, ce qui a été décidé lors de la colonisation, et on voit que ça a toujours du mal à évoluer. Et sur ce, on va commencer avec la première affaire, la disparition de Ramona Wilson en juin 1994. Alors,
C'est pas la première, mais vous verrez pourquoi. Je commence par celle-ci. Ramona Wilson vient au monde le 15 février 1978. Elle grandit dans la ville de Smithers, dans les terres de Colombie-Britannique. C'est un peu l'épicentre des meurtres et des disparitions. Elle a 5 frères et sœurs qui sont déjà grands. Sa mère ne pensait pas pouvoir retomber enceinte, donc c'est le petit miracle de la famille. En grandissant, elle devient le genre de personne qui prête une oreille attentive aux confidences. À l'âge de 12 ans, elle sait déjà qu'elle veut être psychologue pour, je cite, « entrer dans l'esprit des gens et les aider ». Alors elle traverse l'adolescence en gardant la tête sur les épaules, c'est la plus sérieuse de son groupe d'amis. Elle veut obtenir l'équivalent du bac et compte bien s'inscrire à l'université, ce serait d'ailleurs la première de la famille à faire des études supérieures. Quand elle a 14 ans, elle intègre une équipe de baseball et elle décroche un emploi dans un petit fast-food de Smithers qui est situé le long de l'autoroute 16. De temps en temps, elle sèche les cours pour aller papoter avec ses copines autour d'un café ou d'un chocolat chaud et parfois autour d'un joint près de la rivière. Ramona découvre aussi la spiritualité de ses ancêtres et elle écrit de la poésie. Le week-end du 11 et 12 juin est très spécial pour les adolescents de la ville. Ceux qui finissent le secondaire fêtent l'obtention de leur diplôme. Au programme, faire la fête et faire la fête. Ramona adore même une partie de l'après-midi du samedi pour pouvoir veiller plus longtemps. Elle chante et danse en se préparant dans sa chambre. Elle met un peu de maquillage dans son sac et enfile une veste en jean délavé, un jean, et ses nouvelles baskets Reebok dont elle est très fière. Elle a prévu de retrouver son amie Crystal à une fête dans la ville d'Hazelton qui est située à peu près à 70 km de Smithers. Pour s'y rendre, Ramona va faire du stop ou se faire emmener par quelqu'un qu'elle connaît. À 21h45 le samedi 11 juin 1994, Ramona crie « À plus maman !» en se dirigeant vers la porte de la maison. Mathilda est occupée à ses tâches ménagères, alors elle lui répond « À plus !» par-dessus son épaule. On sait qu'elle salue une grand-mère et son petit-fils dans un jardin voisin, et aussi qu'elle discute avec des jeunes qui traînent dans la maison suivante. Puis elle se dirige vers la rue principale de la ville. Quand la nuit tombe, Crystal danse avec d'autres jeunes dans la salle des fêtes d'Hazelton. Ramona devrait déjà être là, mais elle a peut-être changé d'avis à la dernière minute et filé vers Morristown, là où vit son petit ami. À l'époque, il faut se rappeler qu'il n'y avait pas de téléphone portable ou d'internet. On ne pouvait pas se joindre sur Messenger, WhatsApp ou s'envoyer des SMS. Alors Crystal, elle ne s'inquiète pas. De toute façon, Ramona, c'est la fille la plus sérieuse du groupe et elle a 4 grands frères qui la protègent, sans compter qu'elle a un sacré caractère. Donc s'il y a bien une fille qui ne craint rien, c'est Ramona. Le matin du dimanche 12 juin, le petit ami de Ramona appelle au domicile des Wilson pour savoir où elle se trouve. Mathilda lui répond qu'elle est avec Crystal. Alors il compose le numéro de l'amie de Ramona, de Crystal, mais cette dernière lui apprend que non, Ramona n'est pas avec elle et en fait elle était persuadée qu'elle était plutôt avec lui. Alors en fin de matinée, le petit ami de Ramona et son amie Crystal se rejoignent pour partir à sa recherche. Ils se rendent chez les Wilson, dans la maison de Mathilda. Crystal se cache dans la voiture. Elle est en train de se demander si elle n'est pas la Libye de Ramona pour une aventure ou un truc, quoi. Et elle voudrait pas la mettre en difficulté. Donc elle décide de se cacher dans la voiture pendant que le petit ami de Ramona va vers la porte d'entrée, frappe et demande à Mathilda s'il a vu Ramona. Mais Mathilda répète que non, elle est censée être avec Crystal, donc non, elle l'a pas vue. Les 2 jeunes sont perplexes, repartent, et Crystal appelle le restaurant où travaille Ramona. Mais là, on lui dit qu'en fait, Ramona est censée embaucher le lundi après-midi après les cours. Le lundi, Ramona ne se présente pas à l'école, mais elle n'est pas la seule à sécher les cours, puisque ses amis et le copain qui sont à Morristown n'y sont pas non plus. Ils ont fêté tout le week-end, ils sont en train de se remettre de leur gueule de bois, clairement. En fin d'après-midi, Crystal appelle de nouveau le fast-food où Ramona, cette fois, était censée travailler. On lui répond que non, Ramona n'est pas là, et oui, elle est pourtant bien notée sur le planning. Donc cette fois, Crystal, elle s'inquiète vraiment. Elle compose le numéro de téléphone fixe des Wilson et explique à Mathilda qu'en fait, Ramona est introuvable depuis vendredi soir. Mathilda, qui s'attendait à voir sa fille franchir le pas de porte d'une minute à l'autre, prévient sa fille aînée, Brenda.
Les 2 femmes multiplient les coups de téléphone avant de se rendre au poste de police pour signaler la disparition de Ramona. Une fois arrivée au poste de police, les agents qui sont là lui répondent qu'elle doit pas s'inquiéter, hein, elle doit laisser du temps à sa fille, c'est le début de l'été, un moment un peu propice, aux disparitions ponctuelles d'adolescents qui sont happés par les fêtes, l'alcool, et on le sait, on a tous été jeunes, à cet âge-là, tu vois pas le temps passer, tu es juste avec tes amis, tu es bien. Donc les policiers, ils pensent que c'est pas grave. Mais Mathilda, elle est désemparée. Désemparée parce que sa fille a disparu, désemparée parce que les policiers ne la prennent pas au sérieux. Elle les soupçonne même de la mépriser parce qu'en fait, sa famille est connue, elle vit des aides sociales et les grands frères de Ramona ont déjà eu affaire à la police. Malgré son désespoir, Mathilda est renvoyée chez elle. Alors les proches de Ramona n'ont pas le choix, ils doivent commencer seuls les recherches. Mathilda et Brenda appellent leurs amis, passent voir les gérants des magasins et n'excluent aucune piste. Pendant ce temps-là, les oncles, les tantes et les frères de Ramona ratissent la petite ville de Smithers. Il faudra attendre 11 jours, imaginez, 11 jours, le 22 juin, pour qu'un article sur la disparition de Ramona soit enfin publié. Tout en bas de la première page, on peut lire « Une fille de Smithers, 16 ans, a disparu ». Là, ils se disent la police est enfin sur l'affaire. En plus, Ramona n'a pas touché son compte en banque depuis sa disparition. Un enquêteur de Prince Rupert vient prêter main forte aux policiers locaux. Un hélicoptère survole la rivière Bulkley. Les autorités fouillent les fossés le long de l'autoroute de la ville de Telquoia à Morristown. Le 5 juillet, la Société canadienne des enfants disparus est sur place. Les bénévoles sont arrivés vite. Malheureusement, ils connaissent déjà les lieux. Ils sont venus 4 ans plus tôt, presque jour pour jour, quand la jeune Delphine Nichal a disparu. Faisons maintenant un saut dans le passé. On reviendra à Ramona Wilson. Nous voici donc en juin 1990. Delphine Nichal est membre de la tribu Wet'suwet'en. Elle est née dans le même hôpital que Ramona et elle aussi, c'est la cadette de la famille. Elle a de longs cheveux bruns ondulés et des yeux noisettes qui pétillent. Son regard est chaleureux. Vous voyez le genre de personne, on regarde sa photo et on est directement happé par elle. Ah voilà, ça c'était Delphine Nichal. Elle a grandi dans une ferme à proximité de Smithers. Elle adorait manger les framboises du jardin et explorer les environs à cheval. De cette enfance en plein air, elle garde un amour immense pour les animaux et la nature. Depuis le décès de son père, qui survient quand elle n'a que 11 ans, Delphine vit avec sa mère Judy dans la petite ville de Telquoia située à 15 km de Smithers. En 1990, la mère de Delphine est plongée dans le coma durant 4 mois après une chirurgie qui s'est mal passée. Donc la mère est hospitalisée à Prince George, qui est à 350 km de là. Pendant ce temps-là, Delphine, elle est sous la garde de son oncle, qui vit dans une bicoque de l'autre côté du jardin familial à Telquoia. Le mercredi 13 juin 1990, Delphine fait du stop pour aller de Telquoia à Smithers, où elle arrive à 14h. Elle y retrouve 3 amies. Alors les adolescentes, vous vous souvenez quand vous aviez cet âge-là, elles marchent dans les rues, elles font du shopping, elles discutent, elles rigolent. Il n'y a rien de plus banal, quoi. En fin de journée, elle se dirige vers une station essence qui est située à l'angle de la rue principale et de l'autoroute 16. Avant de partir, elle propose à ses amies de venir chez elle, mais les jeunes filles ont autre chose à faire, elles déclinent l'invitation. Puis en plus, le lendemain, il y a école. Alors Delphine appelle son oncle pour le prévenir qu'elle s'apprête à rentrer. Elle est vue en train de faire du stop sur l'autoroute 16 et elle disparaît sans laisser de traces. Quand les proches de Delphine signalent sa disparition aux policiers, ces derniers sont formels, il ne faut pas s'inquiéter, elle va bientôt rentrer. En plus, Delphine, elle est connue des forces de l'ordre pour des petits larcins. Donc pour eux, les adolescentes qui ont des problèmes fuguent, c'est bien connu. La famille et les amis commencent les recherches, mais ils n'ont pas les moyens de faire imprimer des posters en grande quantité. À cette époque, l'impression d'une centaine d'affiches en couleur vaut 300$. Alors ils improvisent avec les moyens du bord, ils visitent les commerces, font du porte-à-porte et vont jusqu'à la chercher dans les rues de Vancouver. Mais rien, aucune trace de Delphine. Sa sœur Marie dira des autorités « Il n'y a eu aucun, je dis bien aucun soutien. Les policiers n'ont jamais montré d'intérêt. Visiblement, ils s'en fichaient. » Delphine n'aurait jamais abandonné sa mère gravement malade. Et quand la Société canadienne des enfants disparus offre une récompense de 10 000$ pour toute information permettant de retrouver Delphine,
Le téléphone sonne enfin. Un employé de la station essence de Smithers est certain d'avoir vu la jeune fille entrer dans une voiture de sport rouge le soir de sa disparition. Alors les policiers ne parviennent à identifier ni la voiture, ni son conducteur. Ils s'intéressent quand même à l'oncle de Delphine, qui l'héberge pendant que sa mère est malade, mais il semble qu'elle ne soit jamais arrivée à Telquat ce soir-là. Elle aurait bien été enlevée entre Smithers et Telquat. Au printemps 93, donc là on est 1 an avant la disparition de Ramona, un membre de l'association se rend à Smithers pour faire ses propres recherches. C'est un enquêteur de la police à la retraite. Il apprend qu'une cousine de Delphine, Cecilia, est portée disparue depuis l'automne 1989. On ne sait pas si elle a disparu à Smithers ou à Vancouver. L'enquêteur rejoint ensuite Vancouver, justement, où il cherche une trace de Delphine et de Cecilia, sans succès. Ainsi, il faudra finalement attendre la disparition de Ramona Wilson en 1994 pour qu'enfin le nom de Delphine Nichal soit diffusé dans les journaux. Bon, quant à la disparition de Cecilia Nichal, difficile de croire qu'elle a été prise au sérieux par les autorités. Donc vous vous souvenez, Ramona a disparu en juin 1994. On est maintenant 2 mois plus tard. Il y a le corps d'une jeune fille qui est retrouvée le long de l'autoroute 16 à l'entrée de Burns Lake, une petite ville entre Prince George et Smithers. Elle s'appelle Roxanne Tiara. Elle avait 15 ans et elle avait disparu des radars quelques semaines plus tôt à Prince George. Selon la police, qui préfère garder secrète la cause de sa mort, alors ça peut être pour avoir des éléments que seuls eux et le meurtrier connaîtraient. Ça permet de vérifier et de confondre en fait un suspect. C'est souvent que les causes de la mort ou certains détails de la scène de crime restent confidentiels. Ça peut être frustrant pour le grand public, mais en fait ça aide vraiment les enquêteurs. Donc selon la police, il s'agit d'un meurtre, et le coupable connaît bien les lieux. Il a tué la jeune fille ailleurs avant d'abandonner son corps dans des buissons. Roxane ne respire plus, ne rit plus, ne sent plus le vent sur sa peau. Et c'est encore plus triste parce que ses proches ont raconté les démarches qu'elle avait entamées pour changer de vie. Elle est née dans le Manitoba et elle a été confiée très tôt au service de protection de l'enfance. En grandissant, elle est pétillante, joyeuse et sociable, mais elle commence à fréquenter un groupe de jeunes plus difficiles quand elle a 11 ans. Alors à peine sortie de l'enfance, elle sèche les cours, et 1 an plus tard, elle est incarcérée dans un centre pénitentiaire pour mineurs. C'est une expérience qui clairement l'a traumatisée. Ses proches étaient unanimes, à sa sortie, elle est devenue complètement incontrôlable. Elle quitte souvent Quesnel, la ville où elle a été prise en charge par sa famille d'accueil, pour rejoindre Williams Lake, là où elle retrouve d'autres jeunes, et plonge dans la drogue. Elle se met aussi à se prostituer. Mais malgré tout, elle ne coupe pas les ponts avec sa famille d'accueil et elle appelle et rend régulièrement visite à Mildred Tiara, celle qui s'occupe d'elle. En juin 1994, Roxane fait part à Mildred de son inscription dans un centre de désintox. Elle veut se débarrasser de ses addictions. Et d'ailleurs, elle a un rêve, c'est celui de travailler dans la mode, dessiner des vêtements et avoir une vie meilleure. Le 27 juin 1994, elle part chercher des affaires à Prince George. Elle a prévu de revenir le lendemain. Mais Roxane ne rentre pas. Mildred distribue des flyers, scotche son visage sur des poteaux et signale sa disparition à la police. On a donc retrouvé son corps 2 mois plus tard. La police diffuse sa photo dans l'espoir d'obtenir des témoignages, mais rien. La vie et la mort de Roxanne Tiara, 15 ans, tombent rapidement dans l'oubli. Donc là, si je vous résume depuis le début, on a Cecilia Nichal qui a disparu début d'été 89. On a sa cousine Delphine Nichal qui a disparu 1 an plus tard, en juin 90. Ramona Wilson qui a disparu le 11 juin 94. Roxanne Tiara qui a disparu le 27 juin ou autour du 27 juin 94, donc c'est-à-dire on est 15 jours après Ramona Wilson, et on retrouve le corps de Roxane en août, 2 mois plus tard. Bon, malheureusement, c'est pas fini. L'été passe, l'automne passe, et on arrive maintenant en décembre 94. Alicia Germain, c'est une enfant autochtone elle aussi, qui vient de fêter ses 15 ans et qui traîne dans les rues de Prince George. D'ailleurs, elle a déjà croisé à plusieurs reprises le chemin de Roxanne Tiara. Alicia, c'est une petite fille qui a fugué dès l'âge de 12 ans après la séparation de ses parents et qui a, il faut le dire, un sacré caractère. Il n'y a rien qui lui fait peur. Dans la rue, elle côtoie des jeunes en difficulté et des travailleurs sociaux. L'un d'eux se rappelle d'Alicia
et dit qu'elle était dure, indépendante et se faisait difficilement à la vie en foyer et en famille d'accueil. Finalement, on se rend compte qu'elle vivait surtout dans la rue. Elle a donc échoué dans le milieu de la drogue et de la prostitution, et même si sa mère a tenté à plusieurs reprises de la sortir de là, à chaque fois Alicia retournait dans la rue. Mais elle garde quand même ses rêves, et ce qui est assez incroyable, c'est qu'elle monte régulièrement sur la scène d'un café qui s'appelle le Prince George Urban Coffee House à Prince George pour faire du stand-up. Ouais, donc à 15 ans, elle fait du stand-up, voilà. Et à l'automne 94, elle prend la décision de se débarrasser de ses addictions et de retourner à l'école. Le vendredi 9 décembre 1994, il y a le centre consacré aux personnes autochtones, donc de Prince George Native Friendship Center, qui est situé en centre-ville de Prince George, organise sa traditionnelle fête de Noël, destinée en particulier aux mineurs de la rue. Ils mangent de la dinde et trépignent d'impatience en attendant la distribution des cadeaux. Après le dîner, vers 20h, Alicia dit à un travailleur social qu'elle doit brièvement s'absenter. Mais elle lui demande est-ce que tu peux mettre des cadeaux de côté, s'il te plaît je vais revenir tout à l'heure. Donc quand la distribution des cadeaux commence, le travailleur social met de côté pour elle, comme il l'avait promis, un sweatshirt, un radiocassette et des cassettes. Mais les heures passent et Alicia ne revient pas. Quelques minutes avant minuit, 3 adolescents traversent une pelouse derrière l'école primaire Aldi Road, située à 14 km du centre-ville. Ils découvrent le corps d'Alicia, lardé de coups de couteau. Elle gît dans son sang, à quelques mètres de l'autoroute 16. On est maintenant au printemps 1995. Au Canada, le printemps, c'est caractérisé parce que les Canadiens, les anglophones appellent la slush. C'est un mélange un peu engageant de gadou et de neige fondue. C'est vrai qu'on a eu tout l'hiver un beau manteau blanc qui recouvrait absolument tout, et le mois de mars-avril ne sont pas très jolis parce que le sol est recouvert de cette substance beige-marron, pas très engageante. Donc on est le 9 avril 1995 plus exactement, au niveau de la Yellish Road, à un peu plus de 3 km au nord de la piste de l'aéroport de la ville de Smithers. Pour s'y rendre en voiture à partir de Smithers, il faut prendre l'autoroute 16 et tourner à droite à la sortie nord. 2 adolescents font du quad dans cette zone quasi sauvage quand une de leurs roues s'enlise. Alors ils quittent le sentier pour chercher de quoi faire levier dans les bois. En remuant tout ce qu'ils trouvent et cherchant des bâtons, ils tombent sur des restes humains. À côté du corps, une corde jaune et 3 colliers de serrage blancs en nylon. Bon, c'est ce qu'on appelle des serflex. Quelques mètres plus loin, des leggings et un sweatshirt violet. Quand les policiers lui présentent les vêtements, Mathilda s'effondre. Puis les relevés dentaires confirment ce qu'elle craignait. Il s'agit bien des restes de sa fille. Les policiers n'ont pas retrouvé les baskets Reebok dont Ramona était si fière. Alors décidée à retrouver ces fameuses chaussures, et en pensant qu'elle pourrait apporter des éléments à l'enquête, les frères se rendent sur place dès le lendemain. Ils arpentent les lieux durant des heures, mais ne trouvent rien. C'est quand même hallucinant que ce soit aux frères d'aller fouiller la zone. Enfin, moi, ça m'a choquée. Donc finalement, Ramona a été tuée en juin 1994 et son corps a été retrouvé à quelques kilomètres du lieu de sa disparition en avril 1995. Il y a une autre jeune fille qui disparaît dans le coin en octobre 1996. Elle s'appelle Lana Derrick et elle a grandi à Terrace, une ville située entre Prince Rupert et Smithers. Lana Derrick, elle est de la communauté Gitanio, plus largement du peuple des Gitxans. Bon, c'est le genre de gamine qui est de bonne humeur. Elle aime faire rire ses proches, fait toujours des blagues, un peu chippie, quoi. Elle est douée de ses mains et elle ne craint pas le travail en extérieur. De toute façon, elle a du mal à rester enfermée et préfère la nature. À l'adolescence, elle fait comme tous les jeunes du coin, donc avec ses amis, avec ses copains. Elle fait du stop et va d'une ville à l'autre, ou plutôt d'une fête à l'autre. Mais malgré son petit côté rebelle, qui profite de la vie, elle ne décroche pas à l'école. Elle obtient même de bons résultats. L'été, elle fait du bénévolat et passe ses journées entières à entourer de filets les troncs des arbres qui ont été fraîchement plantés pour les protéger des animaux sauvages. Quand elle obtient son diplôme du secondaire, donc son bac, elle s'inscrit à l'université en agroforesterie et suit des cours sur le campus de Houston à 400 km de Terrace. Elle prend ses études au sérieux et se fait de nombreux amis.
Et comme elle est proche de sa communauté, de sa famille, de ses copains du lycée, elle rentre souvent à Terrace le week-end. Pour Thanksgiving, le 6 octobre 1996, Lana fait du covoiturage avec une camarade de classe qui la dépose devant la maison familiale, à Terrace. Sa mère et son beau-père ne sont pas là, ils ont un week-end de travail bien chargé, ils sont aussi dans l'agroforesterie. Donc Lana, elle dépose ses affaires dans la maison et elle file vers le centre-ville. Vers 3h du matin, on ne sait pas ce qu'elle a fait avant, elle a sûrement été voir ses copains, ses copines. Vers 3h du matin, elle frappe à la porte de l'appartement de sa demi-sœur, Clarisse. Les deux jeunes filles s'étaient croisées en soirée un peu plus tôt. Et Clarisse, elle avait dit à Lana qu'elle avait un peu d'argent de côté qui lui était destiné de la part de leur père. Donc Lana, elle déboule chez Clarisse à 3h du mat. Clarisse, elle est à moitié endormie quand elle lui ouvre, donc elle ouvre la porte. Elle trouve Lana qui est un peu alcoolisée, qui tangue dans l'embrasure de la porte. Et Lana essaye de la convaincre d'aller à une fête avec elle. Mais bon, Clarisse, clairement, elle était en train de dormir, donc elle dit non. Elle décline l'invitation, elle remet l'argent à sa demi-sœur, comme prévu, et referme la porte. Le samedi matin, les parents de Lana avisent les sacs qui ont été laissés par leur fille dans la maison familiale. Ils ne s'inquiètent pas parce qu'ils se disent, comme d'habitude, qu'elle a dû passer la nuit chez des amis en centre-ville. Le dimanche passe et les parents retournent au travail toute la journée. C'est seulement le mardi matin que l'inquiétude des parents se transforme en angoisse. Elle a jamais raté de cours, donc ils voient pas pourquoi les affaires sont encore là, pourquoi elle est pas repartie à Houston. Donc ils attrapent leur répertoire téléphonique, comme on avait à l'époque, des carnets, là, avec par ordre alphabétique les noms de tout le monde, et elle appelle les amis de Lana qui vivent à Terrace. Mais personne ne l'a vue. Alors, ses parents se rendent au poste de police pour signaler sa disparition, mais comme d'habitude, les officiers ne veulent rien entendre. Ils servent la rengaine habituelle, elle doit être partie faire la fête avec des amis ou quelques jours avec un petit ami, et elle va finir par revenir. Mais la communauté n'attend pas pour commencer les recherches et ils sont finalement rejoints par les policiers une semaine plus tard. 72 heures après leur premier pas sur le terrain, les policiers demandent aux proches de Lana de rentrer chez eux. Et là, franchement, ils comprennent pas. Ils se disent, mais attendez, si c'est votre fille qui avait disparu, vous arrêteriez pas les recherches au bout de 3 jours. Donc la famille de Lana, elle leur dit, écoutez, si vous devez rentrer, vous rentrez, mais nous, on va rester sur le terrain et on va continuer de chercher. Un mois plus tard, un témoin affirme sous hypnose avoir vu Lana à la station-service Petro-Canada, à l'est de Terrace, de l'autre côté de la rivière Skeena. Elle serait sortie de l'arrière d'une voiture bleue, aurait été dans le petit magasin de la station-service, puis serait remontée dans la voiture qui aurait filé vers le nord. Mais quand les policiers veulent voir les images de télésurveillance, il est trop tard, elles ont été effacées. Il faut savoir que même encore aujourd'hui, les images de caméras de surveillance, il faut les demander rapidement, parce qu'en fait, les nouvelles images s'enregistrent sur les anciennes, etc., etc. C'est le seul moyen de pouvoir continuer à avoir beaucoup de mémoire, surtout dans les années 90. Donc Lana, elle n'a jamais été retrouvée. Elle avait 19 ans, c'était une belle brune, les cheveux raides, avec des lunettes. Donc là, on est en juin 2002, et je vais vous parler de la disparition de Nicole Orr. Alors Orr, ça s'écrit H-O-A-R. Comme je prononce très mal, je vais surtout l'appeler Nicole. Donc Nicole, elle est née à Toronto. C'est une artiste, elle fabrique de petits objets avec ce qui lui tombe sous la main. Elle aime bien recycler tout ça, et ce que les gens diront d'elle, c'est surtout qu'elle avait tendance à voir le meilleur chez les autres que le meilleur, et de faire preuve d'une grande ouverture d'esprit. Elle était plutôt châtain clair, elle avait les cheveux courts, et elle avait toujours son sac à dos vissé sur les épaules. Bon, c'est un peu une hippie, et elle a le sourire facile. Elle étudie les arts, évidemment, à l'université d'Halifax. Et tous les étés, elle va travailler dans le nord canadien avec sa sœur Michelle. Nicole, elle a déjà visité le Yukon, la Colombie-Britannique, et en plus, elle a parcouru l'Amérique du Sud. Pour elle, dormir plusieurs semaines dans une tente, ça fait partie de l'aventure. C'est fun, c'est cool, ça la dérange pas. En 2002, elle a 25 ans. Elle travaille depuis plusieurs saisons dans une compagnie de sylviculture basée à Prince George. Les employés sont payés au nombre d'arbres qu'ils plantent. Pour vous donner une petite idée, Nicole, elle en plante plus de 1500 par jour. Chaque année, pour le solstice d'été, la ville de Smithers accueille un festival de musique, le Midsummer Music Festival, qui réunit des jeunes qui viennent de tout l'Ouest canadien. Nicole et sa sœur Michelle ne travaillent pas dans la même ville cette année, mais elles ont prévu se retrouver à Smithers pour le festival de musique. Dans l'après-midi du vendredi 21 juin 2002,
Des collègues de Nicole la déposent à sa demande dans la banlieue de Prince George. C'est un endroit stratégique pour faire du stop sur l'autoroute 16 qui mène à Smithers. Ils sont inquiets à l'idée qu'elle fasse une mauvaise rencontre, mais Nicole les rassure, elle leur promet d'écouter son instinct et de ne pas monter dans la voiture s'il y a plus d'un homme. À Smithers, Michel et son petit ami l'attendent, mais Nicole n'arrivera jamais. Quand elle ne se présente pas au travail le 27 juin, la compagnie de sylviculture prévient ses parents. Ces derniers comprennent avec horreur que Nicole a été vue pour la dernière fois 6 jours plus tôt. Leur vie est en train de basculer, il n'y a pas une seconde à perdre. Les employeurs de Nicole déclarent sa disparition au poste de police et la réponse des autorités ne se fait pas attendre. Pendant que la famille de Nicole installe ses quartiers dans 2 maisons prêtées par un entrepreneur du coin, des recherches terrestres et aériennes sont lancées. Il y a des policiers, des sauveteurs, des chiens, des bénévoles et les salariés de l'entreprise où travaille Nicole, qui a stoppé toute son activité pour pouvoir fournir de la main-d'œuvre. 300 personnes explorent l'autoroute, les petites routes adjacentes et les chemins de randonnée. La zone comprend quelques 24 000 km². Dans certains secteurs, les bénévoles sont épaule contre épaule et explorent minutieusement le sol. Les enquêteurs parcourent l'autoroute 16 et s'arrêtent à chaque maison, chaque entreprise qui croise pour parler avec ceux qui ont une vue directe sur l'autoroute. Ils visualisent aussi des centaines d'heures de vidéosurveillance qui proviennent d'établissements privés entre Prince George et Smithers. La disparition de Nicole fait la une des journaux locaux et même la presse nationale. Ses parents appellent à l'aide lors d'une conférence de presse tenue le 5 juillet. En quelques jours, la police étudie plusieurs centaines de pistes. À partir du 7 juillet, le dispositif des chercheurs sur le terrain est revu à la baisse et l'affaire prend une nouvelle tournure, celle de l'enquête judiciaire. Et pendant ce temps-là, du coup, d'autres formes de mobilisation voient le jour. On lève des fonds lors de concerts ou de rencontres sportives. L'employeur du père de Nicole offre une récompense de 25 000 $. Le portrait de Nicole est placardé partout. Et le 10 juillet, les enquêteurs sont 12 à travailler exclusivement sur l'affaire. Un représentant de la police explique aux journalistes que Nicole n'a pas le même profil que les autochtones disparus. Non, ces dernières faisaient du stop la nuit. Et alors du coup, les affaires n'ont rien à voir. Quand les proches de Nicole parcourent les villages entre Prince George et Smithers à la recherche d'informations, les habitants évoquent les autres disparitions. Les disparitions de Ramona, de Roxane, de Delphine, de Cecilia. La famille de Nicole comprend alors que les moyens déployés par les autorités pour retrouver Nicole ne sont pas la norme, non, ils sont l'exception. Et Nicole elle-même aurait été horrifiée d'une telle injustice. Depuis cette découverte, évidemment, la famille de Nicole ne manque pas une occasion de parler dans les médias des filles autochtones disparues. Vous connaissez certainement ce qu'on appelle le syndrome de la femme blanche disparue, qui n'est pas une théorie, qui est la réalité. C'est le fait que la machine médiatique s'emballe surtout quand ce sont des jeunes femmes blanches de classe moyenne ou moyenne supérieure disparaissent. En octobre 2004, Amnesty International publie d'ailleurs un rapport qui est intitulé « Les sœurs volées, discrimination et violence contre les femmes autochtones du Canada », qui met en lumière les injustices institutionnelles et fait pression sur le gouvernement. Je peux vous lire un extrait. Ils disent « La vulnérabilité des femmes autochtones a été exploitée par des hommes, autochtones ou non, qui ont eu contre elles des actes d'une extrême brutalité. Ces actes violents peuvent être motivés par le racisme et renforcés par la quasi-certitude que leurs auteurs échapperont à la justice en raison de l'indifférence sociétale envers les femmes autochtones, leur bien-être et leur sécurité. » Le 25 septembre 2005, une petite centaine de personnes, essentiellement des autochtones, se retrouvent à Terrace, près de la rivière Skeena. Elles chantent et prient au son des percussions avant d'entamer une marche qui deviendra un événement annuel. En septembre 2005, une jeune femme de 22 ans, Tamara Shipman, elle fait partie de la communauté des Wet'suwet'en et vit à Terrace. Et elle, en fait, depuis que ses parents sont séparés, sa mère est retournée vivre à Prince Rupert, elle partage son temps entre les deux villes. Début septembre 2005, sa voiture tombe en panne à Terrace. Alors elle part chez sa mère avec les moyens du bord, elle fait du stop sur l'autoroute 16. Il y a des témoins qui la voient le 21 septembre 2005 faire du stop dans la zone industrielle de Prince Rupert sur l'autoroute 16 en direction de Terrace.
Quand elle s'évapore, personne ne signale sa disparition parce que son père, il pense qu'elle est à Prince Rupert et sa mère pense qu'elle est à Terrace. C'est seulement au début du mois de novembre que Tom Shipman signale la disparition de sa fille. Le 15, l'enquête officielle commence. Alors les policiers des deux villes entrent en contact et lancent un appel dans les médias pour récolter des indices. Cette fois, les journalistes écrivent régulièrement sur l'affaire et des bénévoles la cherchent pendant 2 mois. Le père de Tamara parcourt lui-même à pied les 144 km de l'autoroute 16 qui sépare Prince Rupert de Terrace. Et il distribue aussi des affiches dans le centre-ville de Vancouver. On n'a jamais retrouvé le corps de Tamara Shipman. À l'automne 2005, une équipe d'enquêteurs est chargée de réétudier les meurtres de Ramona Wilson, Roxanne Sarah et Alicia Germain. Les affaires présentent des similitudes dans le profil des victimes et le modus operandi du tueur. Les policiers sont donc chargés de croiser les éléments des 3 affaires. Ils se disent qu'un tueur en série pourrait être en train de sévir en Colombie-Britannique et de semer des cadavres derrière lui. Le projet est nommé IPANA. Alors pour la division E de la police nationale qui est chargée de la Colombie-Britannique, et PANA pour le nom d'une déesse inuite qui prend soin des âmes avant le paradis ou la réincarnation. Enfin, en 2005, c'est-à-dire 11 ans après le meurtre de Ramona Wilson, 15 ans après les disparitions de Delphine et Cecilia Nicholl, les autorités semblent entendre le besoin de justice des familles des victimes. Mais évidemment, ça ne va pas suffire. Ayela a 14 ans. Sa famille habite à l'est de Prince George et fait partie de la communauté Laidley Tenney. Le jeudi 2 février 2006, elle quitte son domicile avec sa sœur Kyla et son frère Tim pour aller faire du shopping à Prince George. Au centre commercial, le trio retrouve des amis et les filles décident de prolonger la fête. Mais malgré l'insistance joyeuse de ses sœurs pour qu'ils les accompagnent, Tim préfère rentrer chez eux. On ne sait pas exactement ce que font Ayela et Kyla ce soir-là. Le lendemain, Kyla rentre au petit matin. Elle est surprise de constater l'absence de sa sœur qu'elle pensait déjà rentrée. Leur mère, la mère de famille, Audrey, se présente à la police le jour même, mais les policiers lui annoncent qu'elle doit attendre 78 heures pour déclarer la disparition de sa fille. Bon, alors ce prétendu délai n'existe pas dans la législation canadienne. Mais évidemment, ça n'empêche pas les policiers de ne rien faire, donc pendant 4 jours, c'est la famille qui fait seule les démarches. Elle colle des affiches, elle interroge les passants, elle fouille des zones abandonnées, et sa mère peut enfin signaler officiellement la disparition de sa fille le 6 février. Ayela a été repérée par des images de vidéosurveillance en train de marcher dans les rues de Prince George le 3 février vers 1h du matin. Un témoin la voit ensuite monter dans un van noir. 8 jours plus tard, un motard retrouve le corps d'Ayela jeté dans un trou à 20 km à l'est de Prince George, le long de l'autoroute 16. Donc là, à ce moment-là, les enquêteurs comprennent que le projet IPANA va durer plus longtemps que prévu. Alors d'abord, entre les rapports bâclés, indéchiffrables et les pièces à conviction perdues, les débuts, ça ressemble plutôt à une enquête des enquêtes. Ils doivent demander du renfort et mettre plus d'1 an à consigner les éléments relatifs aux 3 meurtres. En fait, s'arrêter à ces 3 dossiers serait purement arbitraire. Ils trouvent tant de similitudes avec d'autres affaires qu'ils incluent en 2006 6 autres meurtres et disparitions, et 9 autres encore l'année suivante. Donc à partir de 2007, le projet IPANA compte 18 affaires, soit 13 affaires de meurtre et 5 affaires de disparition, qui ont tous eu lieu entre 1969 et 2006. Les critères retenus pour faire partie du projet IPANA, il faut que la victime soit une femme ou une fille, qu'elle ait eu un ou plusieurs comportements à risque, c'est-à-dire des comportements qui peuvent l'exposer à la présence d'inconnus dans des environnements isolés, sans témoin ni assistance, comme faire du stop ou se prostituer. Il faut aussi que la victime ait disparu ou été retrouvée morte à proximité de l'autoroute 16,
sur la portion qui va de Prince Rupert à Hinton, mais aussi sur l'autoroute 97, sur la portion de la ville de Merritt à Fort Nelson et aussi au niveau des autoroutes 5 et 24 entre Valmont et 100 Mile House. Mais bon, voilà, l'essentiel, c'est que la plupart, c'est sur l'autoroute 16, un petit peu l'autoroute 97 et les autoroutes 5 et 24. Bon, en fait, il n'y a pas 10 000 autoroutes qui passent dans la région, donc c'est voilà, les routes principales qui traversent la Colombie-Britannique et permettent de rejoindre Vancouver à Prince Rupert. Il faut aussi que les éléments de preuve indiquent l'attaque d'un inconnu. C'est-à-dire, il faut qu'il n'y ait eu aucun suspect d'identifié et aucun élément qui indique que la mort puisse être le résultat d'un suicide, d'un accident ou de violences domestiques. Donc, on a déjà abordé l'histoire de 8 de ces victimes du projet Ipana. Delphine Nical, disparue, jamais retrouvée. Ramona Wilson, qui a été retrouvée morte. Roxane Chara, qui a été retrouvée morte. Alicia, retrouvée morte. Lana Derrick, qu'on n'a jamais retrouvée. Nicole Orr non plus. Tamara Shipman, qu'on n'a jamais retrouvée. Et Ayela Sarikoje, qu'on a retrouvée morte. Les autres affaires, par contre, sont toutes antérieures à la disparition de Delphine Nical en 1990. Pour y revenir rapidement, on a l'affaire du meurtre de Gloria Moody. C'est la toute première victime connue de l'autoroute des larmes. En 1969, elle avait 27 ans et 2 enfants. Elle faisait la tournée des bars avec son frère dans la ville de Williams Lake le 25 octobre 69. Son frère la perd de vue en soirée en rentrant du bar et il part à sa recherche, mais le lendemain matin, des chasseurs retrouvent le corps de Gloria au bord de l'autoroute 97, à une dizaine de kilomètres de là. Donc, ce qui signifie qu'elle a été emmenée en voiture de Williams Lake à l'endroit où on l'a retrouvée. On l'a retrouvée complètement nue, donc elle a été violée, battue à mort, et ses vêtements ont été lacérés. Elle venait de la réserve Bella Coola et de la communauté des Nuxal. En 2013, il restait 5 personnes qui parlaient encore couramment sa langue. En juillet 70, on a Micheline Paré, qui avait 18 ans et qui était née au Québec. Elle vivait dans la ville de Hudson's Hope, à la frontière de l'Alberta. Elle a été prise en stop en juillet par 2 femmes en fait, qui l'ont déposée devant les portes d'un ranch. Et le 8 août, des cueilleurs de mûres retrouvent son corps. Là encore, elle a été battue à mort avec un objet contondant. L'état de décomposition est trop avancé pour qu'on puisse savoir s'il y avait eu un viol ou pas. Évidemment, la police diffuse sa photo, espère qu'un témoin se manifeste, mais bon, personne ne se manifeste. Et Micheline Paré tombe à son tour dans l'oubli. Et alors, il ne faut pas attendre très longtemps pour qu'il y ait à nouveau un meurtre dans la région, puisque la jeune Gail Weiss, de 19 ans, est vue en train de faire du stop le 19 octobre 1973, près de la station-service où elle travaillait, dans la ville de Clearwater. Elle était jeune, 19 ans, mais super fière de prendre son indépendance. Son corps est retrouvé le 6 avril 1974, donc près d'1 an plus tard, dans un fossé au sud de Clearwater. Malgré le temps écoulé depuis sa disparition, les médecins légistes arrivent quand même à identifier la cause de sa mort qui ne sera jamais divulguée au grand public. 3 semaines seulement après la disparition de Gail Weiss, le 6 novembre 1973, Pamela Darlington fait du stop pour rejoindre des amis dans un pub de Kamloops. Elle est vue là-bas en compagnie d'un bel homme brun aux cheveux ébouriffés. Le lendemain, son corps est retrouvé au bord de la rivière Thompson, au niveau d'un parc en fait, municipal de la ville de Kamloops. Elle est retrouvée à proximité des rails d'un chemin de fer. Elle a été violée et battue à mort. L'équipage à bord d'un train assure avoir vu une genre de voiture, une Chrysler peut-être, blanc cassé ou rose saumon, qui venait du parc, justement, du parc municipal, qui essayait de traverser les rails à 3 reprises avant de finalement faire demi-tour en trombe. Le conducteur de la voiture aurait fini par éteindre ses phares au passage du train, ce qui est quand même sacrément louche. Mais malgré ce témoignage, l'enquête s'enlise. Pamela venait de fêter ses 19 ans. Un an plus tard, moins d'1 an plus tard même, le 9 août 1974, il y a une jeune fille de 16 ans, Colleen Macmillan, qui est vue en train de faire du stop sur l'autoroute 16 à la sortie de la petite ville de 100 Mile House. Elle a prévu d'aller chez une amie, mais son corps est retrouvé sur une route de campagne à proximité du lac La Hache, à 46 km de là. Donc là encore, elle a été prise en stop et elle a été tuée et elle a été déposée bien plus loin de l'endroit où elle avait été vue pour la dernière fois et elle n'avait que 16 ans.
Là encore, on n'a qu'à attendre 4 mois et 13 décembre 1974, vers 23h, Monica Ignace, 14 ans, marche le long de l'autoroute 16 pour rentrer chez elle, dans la banlieue de Terrace. Son corps sera découvert au printemps suivant, en avril 1975, à moins de 3 km du lieu de sa disparition. Monica a été étranglée avec ses propres vêtements. Des témoins ont vu un homme et une enfant dans une voiture au bord de la route, à proximité, le jour de sa disparition. Il y a aussi l'horrible histoire de Monica Jack. Elle allait fêter ses 13 ans et en fait elle venait d'avoir son cadeau d'anniversaire en avance, un magnifique vélo qu'elle adorait et qu'elle ne quittait plus. Donc le 6 mai 1978, un samedi, elle aide sa mère à préparer le gâteau d'anniversaire pour sa petite sœur et file avec sa cousine Debbie sur leur vélo toutes les deux en direction de la ville voisine de Merritt. Monica et Debbie se séparent et puis Monica est sur la route pour rentrer quand elle croise sa mère en voiture. Elle vient de quitter la maison et elle prend la route vers le lac Stanley, là où les adultes de la communauté autochtone vont passer un week-end de pêche par an. Donc là, c'est le week-end de pêche, c'est le moment où les plus jeunes sont gardés par les adolescents, quoi. Donc elle croise sa fille en chemin et il lui propose de la ramener, du coup, de faire demi-tour et de la ramener à la maison. Mais Monica, elle est trop contente d'être sur son vélo, donc elle dit non, maman, t'inquiète pas, je vais rentrer à vélo. Mais le lendemain matin, quand les adultes reviennent de leur journée de pêche, ils découvrent que Monica n'est jamais rentrée à la maison. Sa famille a contacté immédiatement la police, qui a retrouvé le vélo de la fillette abandonné à proximité de la maison familiale. Des témoins assurent avoir vu un homme à cet endroit, ainsi qu'un genre de petit camion, un truck, surmonté d'un camper vert. Alors c'est un peu les pick-up américains qui, à l'arrière, peuvent être surmontés d'une espèce de... On n'en a pas en France, mais... vous regardez truck camper sur internet, c'est vraiment, il y a le pick-up et derrière sur la plateforme, vous avez une espèce, un truc pour dormir mais en dur, quoi, en fait, avec une petite fenêtre et tout. Tapez truck camper. Donc voilà, donc il y a un homme qui aurait conduit ce genre de véhicule qui aurait été vu à proximité de l'endroit où le vélo a été retrouvé. Mais pour obtenir les premières réponses, il faudra attendre 17 ans. En juin 95, elle a disparu en 78. Des agents forestiers retrouvent des ossements près d'une petite route à 20 km de là. Et après des longues analyses, 8 mois, les restes sont identifiés grâce au relevé dentaire et il s'agit bien de la petite Monica Jack qui a donc été assassinée à l'âge de 13 ans. Donc Monica a disparu en 78 et en 1980, cette fois on a une jeune femme de 33 ans, Maureen Mosey, qui disparaît alors qu'elle faisait du stop à Salmon Arm en direction de Kamloops. Le lendemain, une femme qui promène son chien découvre son corps à environ 16 km à l'est de la ville. Donc là encore, elle a été prise en stop, elle a été tuée et elle a été déposée à plusieurs kilomètres de l'endroit où elle a été vue en train de faire du stop. L'endroit où son corps a été retrouvé, c'est juste en fait au sud de l'intersection entre l'autoroute 1 et l'autoroute 16. Elle a été sévèrement battue et il y a quand même un témoin qui a aidé la police à établir le portrait robot d'un homme qui aurait pris la jeune femme en stop le jour de sa disparition. On pense que l'homme aurait environ 30 ans, des cheveux, une barbe brune, mais l'enquête piétine, vous en avez maintenant l'habitude. 2 ans plus tard, à 5 jours près, le 3 mai 1983, Shelley Ann Baxu marche le long de l'autoroute 16 en direction de son domicile situé à Hinton en Alberta, donc dans l'état voisin, dans la province voisine. Vers 20h, elle appelle sa mère pour lui dire qu'elle est sur la route et lui dire qu'elle a faim, qu'elle aimerait bien que sa mère lui prépare un petit quelque chose à manger pour quand elle va rentrer. Mais Shelley Ann ne rentre pas, ni ce soir-là, ni les suivants. Des vêtements et des livres lui appartenant sont découverts près de la rivière Athabasca, à proximité de l'autoroute 40. Son corps n'a jamais été retrouvé. Shelley Ann avait 16 ans. En 1989, donc là, on est l'année de la disparition de Cecilia Nichol, la cousine de Delphine. Donc en 89, Alberta Gale Williams a 24 ans. Elle aussi, elle est autochtone, bien sûr. Elle fait partie de la tribu des Gitxsan et elle vit avec son fiancé à Vancouver. Mais chaque année, l'été, elle part avec sa sœur Claudia travailler dans le nord de la province et elles sont logées chez leurs parents à Prince Rupert.
pour pouvoir travailler là-bas. Le 25 août, elle va faire la fête dans un pub du centre-ville et la fin de saison approche. Donc là, à ce moment-là, Alberta, la seule chose à laquelle elle pense, c'est revenir à Vancouver, où en plus elle a trouvé un travail de serveuse et elle va aussi rentrer à l'université. Le bar est situé le long de l'autoroute 16 qui traverse la ville. Sa sœur Claudia ne tarde pas à la rejoindre, mais Alberta, en fait, elle est déjà avec un grand groupe d'amis. Elle discute, elle papote. Donc Claudia, elle va pas, voilà, elle va pas forcément avec elle reste avec ses amis à elle. Donc les sœurs se saluent, elles en restent là, elles passent la soirée séparées. Aux petites heures du matin, donc quand le bar ferme, les patrons poussent dehors tout ce qui reste. Et à ce moment-là, Alberta tente de convaincre sa sœur Claudia de venir avec elle pour aller faire la fête chez quelqu'un. Mais Claudia, à ce moment-là, elle est abordée par son ex-petite amie. Et du coup, elle discute avec lui. Forcément, elle est un peu happée par cette interaction. Et quand Claudia se retourne, Alberta et ses amis sont partis. Le lendemain, Alberta ne rentre pas. Et au fil des jours, l'inquiétude grandit. Sa famille signale sa disparition à la police. Le 25 septembre, pile un mois après sa disparition, des randonneurs retrouvent le corps d'Alberta à 35 km à l'est de Prince Rupert, à proximité de la voie ferrée, entre l'autoroute 16 et la rivière Skeena. Elle est allongée dans un fossé, face contre terre. Les seuls vêtements qui lui restent sont une chemise blanche et un soutien-gorge. Il y a des traces de lutte et d'agression sexuelle. Elle a été étranglée. Mais la liste des disparitions et des meurtres irrésolus d'adolescentes et de femmes en Colombie-Britannique ne s'arrête pas aux victimes du projet Ipana. Il y a aussi Helen Frost, 17 ans, qui a disparu à Prince George en 1970, qui avait l'habitude de faire du stop. Son appartement donnait même sur l'autoroute 97 et l'autoroute 16 passait à moins d'1 kilomètre de là. Il y a aussi Ginny Sampere, qui avait tout juste 18 ans quand elle a disparu de Gitz-Gukla en 1971, alors qu'elle marchait de nuit à proximité de l'autoroute 16. Il y a aussi le corps de Mary Jane Hill, 31 ans et mère de 3 enfants, qui a été retrouvé le long de l'autoroute 16 à 30 km de Prince Rupert. Elle a été battue violemment, on l'a laissée là, en fait, on l'a laissée pour morte, et on s'est rendu compte à l'autopsie qu'elle était en fait morte de froid. On est alors en 1978. Il y a aussi Roberta Nickel, donc 19 ans, qui a été vue pour la dernière fois en août 1988, alors qu'elle montait dans une voiture de sport rouge au bord de l'autoroute 16 au sud de Vancouver. Et les témoins disent que le conducteur avait une mâchoire proéminente, mais c'est tout ce qu'on a comme information sur cette disparition. Il y a aussi une histoire super bizarre, je vais peut-être faire un épisode juste là-dessus. En 1989, la famille Jack a disparu au grand complet. Il y avait père Ronald, la mère Doreen et leurs 2 petits garçons, Russell et Ryan. Le père est allé dans un bar et il y a un homme qui lui a proposé du travail, qui nécessitait de partir tout de suite dans la nuit. C'était une opportunité parce que il y aurait aussi un travail pour sa femme et les 2 enfants pourraient être gardés. Donc c'était vraiment l'opportunité de travailler et la famille Jack avait besoin d'argent. Donc ils ont suivi cet homme-là et on ne les a jamais retrouvés. Mais il y a aussi en 99 la disparition de Dina Brame, 17 ans, qui s'est évaporée alors qu'elle faisait du stop à proximité de Quesnel en 1999. Son corps a été retrouvé le 10 décembre par des chasseurs dans une tombe peu profonde à quelques kilomètres de la ville. Il y a aussi la disparition dans la nuit du Nouvel An 1999-2000 de Monica McKay, 18 ans, à Prince Rupert. Le 8 janvier, son corps est retrouvé par un passant dissimulé derrière une poubelle. Bonnie Marie Joseph, 32 ans et mère de 5 enfants, a disparu en 2007 alors qu'elle faisait du stop à Vanderhoof pour se rendre à Prince George. Son portefeuille et sa carte d'identité ont été découverts à proximité d'un lac au bord de l'autoroute 16, mais elle n'a jamais été retrouvée. Madison Scott, 20 ans, a été vue pour la dernière fois aux petites heures du matin du 28 mai 2011, alors qu'elle faisait du camping avec des amis au lac Hawksback au sud de Vanderhoof. Ses ossements, par contre, ont été retrouvés à proximité en mai 2023, donc c'est tout récent, l'enquête est encore en cours. C'est un cas qui a fait beaucoup de bruit, l'affaire Madison Scott. Moi j'attends de voir ce qui ressort de l'enquête. En novembre 2014, donc là on continue à se rapprocher d'aujourd'hui, Anita Thorne, 49 ans, a disparu à proximité de Prince George.
Ce qui est bizarre, c'est que sa voiture a été retrouvée sur une aire de repos de l'autoroute 16 à 35 km de la ville. Et les autorités ont fait des recherches terrestres et aériennes durant 4 jours, en vain. En octobre 2017, il y a Frances Brown, 53 ans, qui a disparu alors qu'elle était partie cueillir des champignons au nord de Smithers. Pas très loin, du coup, a été retrouvé le corps de Ramona Wilson. Sa disparition a été signalée le jour même et les recherches ont débuté avant la tombée de la nuit. Dans les jours qui ont suivi, une trentaine de policiers et de sauveteurs et des dizaines de volontaires ont ratissé le secteur en vain. Enfin, et là cette dernière histoire va vous sembler encore plus folle et injuste, si c'est possible, Jessica Patrick Balser, 18 ans, est vue pour la dernière fois au McDonald's, puis au motel Mountain View de Smithers, dans la soirée du 31 août 2018. Ses proches signalent sa disparition à la police le 3 septembre. 13 ans pourtant après la création du projet IPANA, les officiers répondent qu'elle a dû s'absenter quelques jours et qu'elle va bien finir par rentrer, quoi. Donc, inquiets, les proches de Jessica se lancent à sa recherche et c'est un membre de sa famille qui retrouve son corps le long de la Hudson Bay Mountain Road à l'ouest de Smithers en contrebas d'un ravin. Le ravin, il fait 15 mètres et Jessica gît à côté d'une machine à laver. Le corps de Ramona Wilson avait été retrouvé à quelques kilomètres de là en avril 95. Donc c'est hallucinant que les policiers de Smithers n'aient pas entamé des recherches pour la retrouver, sachant qu'ils avaient monté un projet unique dans toute la Colombie-Britannique, quoi. Enfin bon, bref. En mars 2006, 500 personnes se réunissent à Prince George pour en discuter publiquement. Le colloque est organisé par l'Union des chefs indiens de Colombie-Britannique, les familles des victimes, les représentants de la police nationale et des travailleurs sociaux. Un rapport détaille 33 propositions censées améliorer la sécurité des femmes dans leurs déplacements. Parmi ces propositions, il y a le fait que des bus doivent circuler sur la totalité de l'autoroute 16. Les policiers doivent patrouiller régulièrement et s'arrêter quand ils voient une autostoppeuse pour l'emmener à destination. Il doit y avoir aussi des maisons de sécurité qui sont installées entre les villes de Prince Rupert et Prince George et des téléphones de secours. Ils ont aussi installé des affiches géantes pour sensibiliser les adolescentes et les jeunes femmes au danger de faire du stop. Et donc ils ont mis ces affiches qui sont quand même assez célèbres maintenant le long de l'autoroute 7. Il y a eu bien sûr des campagnes de sensibilisation, de mise en place dans les écoles, dans les compagnies de sylviculture où les gens venaient travailler l'été, parce que c'est aussi le problème de la Colombie-Britannique, c'est que les gens venaient d'un peu partout du Canada pour y aller travailler l'été. En fait, ça se fait encore aujourd'hui. Moi, en 2012, je vivais à Montréal et je suis allée travailler l'été à Oliver, donc au sud de la Colombie-Britannique, pas très loin de la frontière américaine. Et en 2012, j'étais pas du tout au courant de ces affaires-là. Il y en a plein qui viennent travailler en Colombie-Britannique l'été et qui n'ont pas conscience du danger. Ils voulaient aussi, dans le rapport, il y a aussi l'installation d'un réseau téléphonique dans toute la Colombie-Britannique qui est demandée. Mais elle est devenue effective en 2021, c'est-à-dire 15 ans après la publication du rapport. En parallèle de la tenue du symposium, du colloque, de la réunion, appelez ça comme vous voulez, les enquêteurs du projet IPANA prennent leur marque. En 2010, une soixantaine de personnes travaillent sur les 18 affaires non résolues. L'équipe est composée d'enquêteurs à temps plein et de policiers retraités recrutés ponctuellement. Cette année-là, en 2010, le financement est de 5 millions de dollars. Sur l'année 2013-2014, le montant est réduit à 800 000 dollars environ. En 2014, un Canadien anonyme saisit la justice et demande l'accès aux informations fédérales relatives au projet IPANA. C'est quelque chose qui est autorisé là-bas, n'importe quel citoyen peut saisir la justice pour avoir des infos. Et à cette occasion, les familles des victimes apprennent qu'en fait, depuis 2010, seuls 12 officiers de police sont maintenus en service. Aujourd'hui, la dernière modification de la page internet consacrée à IPANA sur le site de la police nationale, donc la RCMP du Canada, date du 13 décembre 2016. On est le 14 décembre 2024. Il est écrit « Une force spéciale et dédiée d'environ 50 enquêteurs et personnels en soutien est engagée à déterminer ce qui est arrivé aux femmes disparues ou tuées. » Donc bon, le site qui n'a pas été mis à jour depuis 2016, bref. Le problème, c'est que dans les affaires de disparition du projet IPANA, la scène de crime est inconnue, quoi. Donc les enquêteurs n'ont aucun élément physique. Pour les meurtres les plus anciens, comme ceux de Gloria Moody et Micheline Paré,
Et en fait, ils ne savaient pas ce que c'était que l'ADN. On sait depuis les années 50 et c'est exploité seulement depuis les années 80-90 et c'était encore les débuts, quoi. Et le problème dans les dossiers plus récents, c'est qu'il y a beaucoup de preuves qui ont été mal conservées et du coup qui ont été perdues pour toujours, quoi. Ce qui est incroyable, c'est que depuis la création du projet Ipana en 2005, seul le meurtre de la petite Monica Jack a été résolu. Vous vous rappelez, Monica Jack, c'est celle qui pédalait pour rentrer chez elle le 6 mai 78, après être allée acheter un cadeau pour l'anniversaire de sa petite sœur dans la ville voisine. Elle a croisé la route d'un homme, d'un prédateur qui considérait que ses besoins sexuels passaient avant tout le reste. Gary Taylor Hanlon. Lui, ce qui est incroyable, c'est qu'il était connu de la justice dès 1969 à l'âge de 22 ans. Il a été condamné à 6 mois de prison pour agression sexuelle, 2 ans plus tard à 5 ans et 6 mois de prison pour viol. Finalement, il en est sorti avant de la fin de sa peine. En 78, il a été emprisonné à nouveau 6 mois pour avoir été reconnu coupable d'agression et de tentative de viol. En septembre 78, il a pris une autostoppeuse à proximité de Hope, au nord-est de Vancouver. Il l'a agressée, il l'a violée, il l'a traînée par le cou et il l'a étranglée. Mais par un miracle incroyable, elle a réussi à s'enfuir et à arrêter un motard. Il a été condamné pour ce viol, cette agression, cette tentative de meurtre, à 18 ans de prison. Mais il a fait appel et sa peine a été réduite à 12 ans. Je n'ai pas les mots. Entre 2 séjours en prison, Gary Taylor Hanlon, il a enlevé, violé et tué la petite Monica Jack en 78. Et à cette époque-là, il est déjà soupçonné par les policiers d'avoir commis un meurtre similaire 3 ans plus tôt, en 75, quand la petite Catherine Marie Herbert a été enlevée. Elle avait 11 ans et son corps a été retrouvé 2 mois plus tard. Mais en fait, ils l'ont enterrée. Ils ont enterré la petite fille avec les vêtements qu'elle portait le jour de son meurtre. Donc c'est pas très, très pratique pour faire des analyses, quoi. Donc ils ont fini par exhumer son corps pour pouvoir les récupérer en 96, 21 ans après le meurtre. Bref, dans ce dossier, ils ont aussi les enquêteurs ont égaré des lettres anonymes qui avaient été envoyées à la mère de Catherine Marie. Elle a lutté toute sa vie pour que justice soit faite, hein. Elle était persuadée de la culpabilité de Hanlon puisqu'il connaissait la petite fille. Alors en 2014, la police du Canada a lancé une opération qui est connue sous le nom de Mr Big. Dans ce genre d'opération, un policier se fait passer pour un membre bien placé d'un réseau de grand banditisme auprès de Gary Taylor Hanlon, qui est à ce moment-là âgé de 67 ans. Donc le policier qui est infiltré, il confie des missions illégales et rémunérées à Hanlon, tout en lui faisant miroiter un poste important au sein du groupe. 10 mois plus tard, quand Hanlon il est bien en confiance, il est présenté à Mr Big, c'est-à-dire le chef du réseau. Et le chef du réseau lui demande une preuve de confiance, il lui dit: «Bah écoute, pour faire partie de l'équipe, il va falloir que tu nous confies quelque chose que tu n'as confié à personne et qui nous garantisse, que tu nous trahiras pas, quoi». Mr Big lui dit: «Écoute, on a eu des infos, on sait que tu es lié, on sait qu'il te suspecte, d'être lié au meurtre de Monica Jack, on pense que c'est toi donc dis-nous comment ça s'est passé, voilà, ça reste entre nous, mais ça, nous donne une garantie de ta fidélité, quoi». Gary Taylor Hanlon, il s'exécute, hein, il donne une confession détaillée du meurtre de la petite Catherine Mary. Bon, finalement, il est reconnu coupable de meurtre au premier degré de Monica Jack et condamné à la prison à vie. En 2019, le juge a rejeté la confession de Hanlon, donc il l'a jugée non recevable. Finalement, il n'aura pas payé pour la mort de Catherine Mary. Alors, ce qu'on peut se demander, c'est est-ce qu'il aurait pu faire d'autres victimes? Hanlon, il a tué Monica Jack en mai 78, il a violé une autostoppeuse en septembre de la même année. Bon, ça laisse peu de doute sur la fréquence à laquelle il comptait réaliser ses fantasmes. Et puis il aura fallu 30 ans pour le mettre derrière les barreaux, donc difficile d'imaginer qu'entre-temps, il se soit arrêté de lui-même, qu'il ait dit: «OK, bon, j'arrête». Certains le soupçonnent même d'être le meurtrier de Teresa Hildebrandt, 15 ans, en 1976 à Abbotsford. Sa famille avait immédiatement signalé sa disparition, mais les policiers de Matski, alors qu'ils venaient de découvrir le corps de Catherine Marie un an plus tôt, avaient classé l'affaire comme une fugue. Bon, évidemment, ils ont compris leur erreur quand ils ont retrouvé les ossements de Teresa, qui avait été violemment battue et qui avait été achevée par son meurtrier, qui l'avait frappée au niveau du crâne avec un objet contondant, là encore.
Si on essaye de revenir un petit peu au niveau géographique, on a vu en 1973 et en 1974 que 3 jeunes filles avaient été enlevées et tuées dans un triangle, en fait, assez restreint du territoire de Colombie-Britannique. Sans carte devant les yeux, c'est difficile à imaginer. Bah, je vais vous demander de me faire confiance. Il s'agit de Gail Weiss, Pamela Darlington et Colin Macmillan. Les causes de la mort de Gail et de Colin sont gardées secrètes pour ne pas compromettre l'enquête, hein, qui dure pourtant depuis 40 ans. Donc là, c'est sûr, difficile de la compromettre. Pamela, elle a été violée et battue à mort. Et quelques années après son meurtre, il y avait un enquêteur canadien qui a annoncé à la famille qu'il pensait avoir trouvé le coupable. Il pensait qu'il s'agissait de Ted Bundy, le célèbre tueur en série américain. Son argument à lui, c'était: «De mon point de vue, sur une échelle de 1 à 10, Bundy serait un suspect de valeur 7. Nous avons des indices laissant penser que Bundy a voyagé fréquemment en Colombie-Britannique, autour de Jasper et sur l'autoroute 16. Super, donc si c'est un suspect de niveau 7, c'est sûrement lui. En fait, il pense que c'est lui parce qu'on a retrouvé des morsures sur le corps de la pauvre Pamela et qu'on estime que c'est la signature du tueur en série américain. Vous vous souvenez qu'il avait été confondu notamment parce qu'ils avaient fait un moule de ses dents et qu'ils avaient déterminé que ça correspondait aux traces de morsures retrouvées sur le corps de ses victimes. Donc évidemment, la famille de Pamela Darlington, quand Ted Bundy est exécuté, hein, il est cramé sur la chaise électrique, elle est soulagée. Il meurt en janvier 1989. Mais quelques semaines plus tard, finalement, la police revient sur cette hypothèse. Bon, les Américains, en fait, ils n'ont aucune trace d'un voyage au Canada. Et en 81, la police avait quand même dit qu'elle suspectait un homme blanc de 33 ans du meurtre de Pamela. Et moi, j'ai fait des recherches sur les tueurs en série de cette époque-là, des tueurs en série identifiés. Le seul tueur en série de Colombie-Britannique connu et né en 47, c'est Gary Taylor Hanlon. Il avait déjà enlevé et tué sur l'autoroute 5 d'ailleurs, mais les officiers ne donneront jamais ce nom-là. En 2007, les enquêteurs de la police nationale font analyser la chemise de la jeune Colin Macmillan. Ils retrouvent de l'ADN d'un homme inconnu. Et même en confrontant les résultats avec plusieurs bases de données, ils n'arrivent pas à identifier le suspect. En 2012, ils envoient un échantillon à Interpol, dont les analyses et les bases de données sont plus performantes. Et le résultat tombe, cette fois, l'ADN appartient à un certain Bobby Jack Fowler. Cet homme a un casier judiciaire long comme le bras, et il est mort dans une prison d'Oregon en 2010. Donc en fait, il va rester suspect pour l'éternité et les enquêteurs pensent que certains éléments le lieraient au meurtre de Pamela Darlington et de Gail Weiss. Mais on ne sait pas si ces éléments sont circonstanciels ou s'il s'agit de preuves matérielles. Si on revient sur Bobby Jack Fowler, c'est un peu comme Gary Taylor Handler, c'est-à-dire que on se demande comment il a pu être mis en liberté. Il est né en 1939 aux États-Unis et il a parcouru les routes nord-américaines à la recherche de victimes. On a retrouvé sa trace en Colombie-Britannique et dans les États américains de Washington, Oregon, Arizona, Texas, Floride, Iowa, Caroline du Sud et Louisiane. En 69, il est accusé d'avoir tué un homme et une femme au Texas. Il est finalement inculpé uniquement pour avoir fait feu en ville, pour avoir tiré en centre-ville. Il a aussi été incarcéré dans le Tennessee pour agression sexuelle et tentative de meurtre sur une femme qu'il a attachée, battue et laissée pour morte. En 74, Fowler y travaillait pour une entreprise de toiture à Prince George. Et ça le place à proximité de Pamela, Colin et Gail au moment de leur meurtre. Il conduisait de vieilles voitures, prenait régulièrement des autostoppeuses et traînait dans des bars et des motels où il consommait de l'alcool et des amphétamines. En 95, Fowler persuade une femme de 35 ans de venir dîner avec lui dans un casino dans l'Oregon, donc aux États-Unis. Finalement, il l'a ramenée dans la chambre d'un motel de Newport, il l'a frappée, il l'a attachée, il a pris la peine de lui annoncer qu'il allait la violer et jeter son corps dans l'océan. Malgré ses liens, la jeune femme totalement nue et couverte de sang arrive à s'enfuir, elle saute du 2e étage et atterrit sur le bitume. Heureusement, elle survit et Fowler sera arrêté et condamné en 96 à 16 ans de prison pour coercition, agression et menace de mort, kidnapping, abus sexuels et tentative de viol. 16 ans de prison, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas énorme, je trouve. Bon, il est mort après 10 ans de prison et il a emporté avec lui ses horribles secrets dans la tombe et l'espoir de nombreuses familles d'avoir des réponses avec lui.
En 2012, la police américaine et la police canadienne déclarent que il pourrait être responsable d'au moins 7 meurtres en Oregon et d'une dizaine d'autres en Colombie-Britannique, mais ils n'en disent pas plus. Donc depuis, aucun élément n'a été communiqué au grand public, on ne sait pas de quel meurtre il parle. Et c'est fou, mais de nombreux tueurs ont parcouru impunément les routes de Colombie-Britannique pendant des décennies. Il y a l'histoire folle de Clifford Robert Olson Jr. Lui, il a violé et tué 11 enfants en 1980 et 1981, avant de négocier avec les autorités canadiennes 100 000 $ qu'il a eu contre la révélation des emplacements des corps. Laissez-moi vous dire que c'est la dernière fois que les autorités ont donné de l'argent pour avoir ce genre d'informations. La population s'est offusquée et ça a été par la suite interdit. Bref. Il y a aussi l'horrible Edward Denis Isaac, qui avait été suspecté dès 1980 d'un meurtre sanglant, mais qui avait été laissé en liberté jusqu'en 86, ce qui lui a permis de faire au moins 2 autres victimes. Il y a aussi Brian Peter Harp qui, malgré des témoins et des bijoux appartenant à une victime retrouvée dans son véhicule, a eu lui aussi de tuer au moins une seconde fois avant d'être attrapé. Et comment ne pas mentionner Robert Picton, cet ancien éleveur porcin devenu millionnaire qui a tué et désossé des dizaines de femmes dans sa ferme entre les années 80 et 2002. Il ciblait lui des femmes autochtones, comme les autres en fait. Poignardé à plusieurs reprises, l'une d'entre elles lui avait miraculeusement échappé en 97, mais son témoignage avait été jugé peu convaincant et ça avait donné suite à un non-lieu. Donc après, il avait tué d'autres femmes, évidemment. Depuis le 22 février 2024, Robert Picton était éligible à une semi-liberté, mais il a été assassiné en prison le 31 mai, il y a quelques mois seulement. L'histoire de Gilbert Paul Jordan révèle elle aussi le laxisme des autorités canadiennes quand il s'agit de protéger les femmes et les enfants des tueurs en série. Je dis canadiennes, mais pas que. Après avoir tué probablement plus de 8 femmes entre 1965 et 1987, il a été jugé par un seul magistrat et condamné pour le meurtre de Vanessa Mae Buckner, 27 ans. Le verdict 15 ans de prison, puis 9 seulement en appel. Il a été finalement libéré au bout de 6 ans pour bonne conduite. Pour finir, il y a aussi le modus operandi qui nous paraît assez familier d'un certain Russell Flecker qui a pris en stop et tué Tina Washpan entre Fort St. John et Dawson Creek, en 1990. Et lui, il a été arrêté 16 ans plus tard, en 2006. Et là encore, c'est bizarre, on se dit, ça veut dire qu'entre 90 et 2006, il n'a pas tué ? Il est resté tranquille ? Bon, ça paraît impossible. Alors, où sont passées Hélène, Ginny, Mary Jane, Kellyanne, Roberta, Delphine, Lana, Nicole, Tamara, Bonnie, Anita, Frances et la famille Jack? Qui a tué Gloria, Micheline, Gail, Pamela, Colleen, Monica, Maureen, Alberta, Ramona, Roxane, Alicia, Monica, Dina, Ayela et Madison, et toutes les autres? Quand les victimes obtiendront-elles justice ? Quand les familles pourront-elles faire leur deuil ? Quand nos sociétés vont-elles enfin protéger les femmes et les enfants des prédateurs ? Et quand les larmes cesseront-elles de couler ? Car des tueurs impitoyables ont sillonné la province en toute impunité durant des décennies, et c'est peut-être ça, le plus inacceptable. Voilà, c'est tout. Je crois qu'on a eu notre dose d'horreur et d'injustice pour la journée. J'espère que ça ne vous coupera pas l'envie de voyager au Canada parce que c'est un pays superbe et que les gens sont, pour la grande majorité, très sympas et accueillants. Mais si vous voulez en savoir plus sur l'autoroute des larmes, il y a le super livre The Highway of Tears, écrit par Jessica McTarmid, qui est disponible sur internet. Alors moi je l'ai acheté mais en anglais et je crois pas qu'il soit encore traduit. Hyper intéressant. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode du podcast Disparu.